voter du moindre mal au vote utile. L'argument du moindre mal est régulièrement invoqué en période électorale afin d'obliger en conscience catholiques et monarchistes à voter pour tel ou tel candidat. Or, c'est précisément cet argument qui constitue le mécanisme permettant l'instauration du pire des régimes. La philosophe Hannah Arendt, qui a consacré sa vie à la recherche des causes des totalitarismes, en explique la raison. Politiquement, la faiblesse de l'argument du moindre mal a toujours été que ceux qui choisissent le moindre mal oublient très vite qu'ils ont choisi le mal. Dans son article « El mal menor y el voto útil », Javier Galizoain, secrétaire général de la Comunión Tradicionalista Carlista, revient sur la distinction à opérer entre la doctrine morale traditionnelle du moindre mal et la tactique politique du moindre mal. En effet, c'est cette tactique qui, en cherchant à légitimer le vote utile sans se soucier du régime, conduit aux catastrophes. Nous remercions son auteur d'avoir bien voulu autoriser l'UCLF à publier la traduction de son analyse. Grand 1. Introduction. Dans cette petite étude, nous nous proposons de distinguer la doctrine morale du moindre mal, qui est licite, à la tactique politique du moindre mal, qui est plus discutable. Nous examinerons ensuite les circonstances historiques qui ont vu naître cette tactique et la façon dont elle a évolué dans le monde catholique. Enfin, nous terminerons par quelques réflexions quant à la moralité et à l'efficacité de ce que l'on nomme le vote utile. Grand 2. La doctrine morale du moindre mal. Les bons philosophes expliquent que le mal n'a pas d'identité propre, car il n'est que l'absence de bien. Le moindre mal n'est donc qu'une insuffisance de bien. Et dans ce sens, le moindre mal est exactement la même chose que le plus grand bien possible. Comme dans l'exemple de la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide. Nous savons que le niveau peut être chargé de plus à moins. Nous savons que les diverses contraintes internes et externes nous éloignent toujours de la perfection individuelle et sociale. C'est pour cela que la doctrine du moindre mal, qui exige toujours de rechercher le plus grand bien possible et d'éviter le mal autant que possible, est toujours valable. Face à un choix, en supposant que notre unique responsabilité soit de choisir, il n'y a pas d'autre possibilité de rectitude morale que de choisir le meilleur. Et si tout est mauvais, il faut choisir le moindre mal. Et il ne sera pas superflu de convenir que, dans certains cas, refuser de choisir, c'est-à-dire l'abstention, en dépit d'être un mal, peut être le véritable moindre mal que nous recherchons. Tout cela en supposant, insistons là-dessus, que notre seule responsabilité soit de choisir. Les choses changent, comme nous le verrons, si notre responsabilité n'est pas de choisir, mais de faire ou de proposer. En fin de compte, nous vivons dans une société pluraliste dans laquelle nous avons le devoir de participer. Ce devoir sera-t-il rempli par le simple choix passif du moindre mal? Si nous sommes invités à participer, à faire, à construire, il faudra faire le bien. Grand 3. La tactique politique du moindre mal. La tactique politique du moindre mal n'est pas limitée à la période électorale, car elle consiste à proposer des mots moindres pour éviter que ne triomphent d'autres mots pires.
C'est la tentation politique qui nous assaille quand nous avons la responsabilité de faire des propositions. Or, du point de vue moral, il ne peut jamais être licite de proposer un mal, même si c'est un mal mineur. La proposition d'un mal de la part de celui qui devrait proposer un bien donne lieu au très grave péché de scandale qu'est l'attitude ou le comportement qui porte autrui à faire le mal. Voici quelques arguments qui montrent que la tactique du moindre mal n'est pas bonne. La doctrine catholique est claire. Elle affirme que la conscience ordonne d'accomplir le bien et d'éviter le mal, que l'on ne peut faire le mal si l'on recherche le salut, et qu'il n'est jamais permis de faire le mal pour qu'il en résulte un bien. La responsabilité des laïcs catholiques ne peut se limiter à choisir passivement parmi les maux que les ennemis de l'Église veulent bien offrir, mais doit être une participation active et directe, ouvrant les portes au Christ. La tactique du moindre mal revient à attribuer aux catholiques un rôle médiocre et passif dans le nouveau système confessionnellement laïque. La tactique du moindre mal transforme en quotidienne une situation exceptionnelle. Une situation de moindre mal prolongée fait que le moindre mal est de plus en plus grave. Les moindres maux d'aujourd'hui sont trop importants pour ne pas mettre en évidence une confrontation radicale avec l'Évangile. L'individualisme, la relativisation de l'autorité, la primauté de l'opinion publique, la vision scientifico-rationaliste du monde, et ainsi de suite, se manifestent par la perte de la foi, la crise de la famille, la corruption, l'injustice et les déséquilibres à l'échelle mondiale. La tactique du moindre mal s'est révélée inefficace dans le passé pour atteindre le pouvoir ou même pour réduire le mal. Il est nécessaire d'annoncer dans son intégralité le message de l'Évangile, compte tenu que là où le péché pervertit le climat social, il faut faire appel à la conversion des cœurs à la grâce de Dieu. Et il n'y a pas de solution à la question sociale en dehors de l'Évangile. La proposition d'un mal de la part de celui qui devrait proposer un bien donne lieu au très grave péché du scandale, qui est l'attitude ou le comportement qui porte autrui à faire le mal. À cet égard, l'enseignement de Pie XII est très clair. Se rendent coupables de scandales qui instituent des lois ou des structures sociales menant à la dégradation des mœurs et à la corruption de la vie religieuse, ou à des conditions sociales qui, volontairement ou non, rendent ardue et pratiquement impossible une conduite chrétienne conforme aux commandements. Il en va de même de ceux qui, manipulant l'opinion publique, la détournent des valeurs morales. Discours du 1er juin 1941. Un mal est toujours un mal, et il est erroné de juger de la moralité des actes en ne considérant que l'intention ou les circonstances. Grand 4. Comment naît la tactique de voter moindre mal? Historiquement, la tactique du moindre mal naît dans l'Europe chrétienne post-révolutionnaire et le fait de deux mouvements politiques catholiques, le catholicisme libéral et la démocratie chrétienne. Il est difficile de discerner les motifs qui conduisent leurs promoteurs à l'adopter. Les tenants du moindre mal sont souvent des ecclésiastiques et des catholiques inquiets des progrès de la Révolution et désireux de faire quelque chose dans un contexte d'une faiblesse de la réponse catholique face à la Révolution libérale. On peut arriver à la tactique du moindre mal pour des raisons diverses qui se chevauchent et s'entremêlent.
par contamination de la pensée révolutionnaire et éblouissement devant l'apparente perfection des nouvelles idéologies. En recherchant, par exemple, un compromis entre l'Église et un système politique, nationalisme, parlementarisme, régime des partis. Par exagération des mots de l'Ancien Régime et son identification avec la doctrine catholique elle-même. Par fatigue dans la lutte contre-révolutionnaire ou après une intense période de persécution religieuse. Dans une apparente urgence de transaction avec les ennemis de l'Église afin qu'un travail apostolique minimum soit, au moins, toléré par des autorités hostiles. Par les manœuvres des partis révolutionnaires qui, intentionnellement, cherchent à semer le doute et la division parmi les catholiques. En raison de l'absence de véritables hommes politiques catholiques qui encouragent l'ingérence du clergé dans le domaine politique. Par la candeur des catholiques qui ont une confiance absolue envers des règles du jeu établies par leurs ennemis. Par la mise en avant d'une réussite politique immédiate en oubliant que le royaume de Dieu ne s'accomplira pas par un triomphe historique de l'Église selon un progrès ascendant, mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement du mal. Par une perte croissante d'orientation et manque de formation du peuple catholique, qui génère le pessimisme ou le manque de foi en l'efficacité salvifique des principes chrétiens de droit public. Et enfin, par un refroidissement de la foi. En effet, sans le secours de la grâce, il est très difficile de découvrir le sentier, souvent étroit, entre la lâcheté qui cède au mal et la violence qui, croyant le combattre, l'aggrave. Grand 5. Comment la tactique du moindre mal a-t-elle évolué? La tactique du moindre mal ne s'est pas introduite d'un seul coup. Elle l'a fait progressivement au cours des 2 derniers siècles. Dans l'histoire politique des pays européens, on peut identifier les phases suivantes. Dans un premier temps, après le choc violent de la Révolution, et en arguant de la contingence des régimes politiques au regard de l'Église, les tenants du moindre mal tolèrent, permettent et même favorisent la dissolution des structures politiques et sociales traditionnelles. Monarchie, corporation, institutions religieuses, biens communaux, et ainsi de suite. Qui était de fait un obstacle à la Révolution. Parallèlement à la sécularisation de la politique et en disciple de Machiavel, il commence, au moment de faire des propositions, à taire les arguments religieux dans l'espoir de capter ainsi le soutien des non-catholiques. D'aucuns en viennent à affirmer, pour ne pas mentionner la rédemption, que la doctrine chrétienne est plus importante que le Christ, ce qui est du pur pélagianisme. L'étape suivante consiste à une tentative des catholiques autour d'un programme minimum, non pour présenter une solution alternative au nouveau régime, mais pour mieux y intégrer avec l'idée de le changer de l'intérieur. Et l'on en vient ainsi à discréditer les autres tactiques catholiques. Une technique fréquente chez les tenants du moindre mal est d'essayer de gagner la sympathie de la hiérarchie catholique par des promesses de paix et de réconciliation qui permettent la reconstruction matérielle des églises et le maintien régulier du culte. Il s'agit d'une tentative désespérée de sauver ce qui peut être sauvé, de séduire la hiérarchie de l'Église. Cela pourrait être une option exceptionnelle, mais non le type courant de la participation politique catholique. Parfois, ce sont des évêques ou des membres du clergé eux-mêmes qui font la promotion des groupes politiques de cette tendance. Cette ingérence appauvrit l'action politique des catholiques, la fait aller à la remorque des propositions révolutionnaires et compromet l'Église. Quand un évêque espagnol influent demande de faire de l'action sociale,
que les travailleurs de l'Église ne disparaissent pas, il fausse la finalité de la véritable action sociale, qui ne peut être un simple instrument de catéchèse, mais un devoir de justice, de responsabilité pour les laïcs. Le cas du ralliement proposé par Léon XIII, qui a encouragé les ennemis de l'Église en France, ou la véritable trahison de certains évêques mexicains envers les cristeros, sont deux exemples des conséquences désastreuses auxquelles peut conduire la tactique du moindre mal. En ce domaine, le Concile Vatican II, quand il exige que les membres du clergé s'abstiennent de toute activité politique, représente une correction importante. Le lâche acharnement de certains chrétiens qui recherchent la survie purement matérielle de l'Église est un contre-témoignage scandaleux. Il oublie que le mal moral est sans commune mesure plus grave que le mal physique. Plus récemment, dans l'euphorie qui a suivi le Concile Vatican II, on a cherché la désintégration des États, associations et institutions catholiques, avec l'idée de tenter de gagner ainsi l'opinion publique et d'atteindre tous les recoins du tissu social. Non seulement on a détruit les vieux outils, mais rien n'a été conquis, ou si peu, qui n'était déjà catholique. La dernière étape de la tactique du moindre mal est la promotion du vote utile qui, paradoxalement, est en contradiction avec la doctrine du moindre mal. Elle préconise, en effet, que l'on ne vote plus pour l'option la moins mauvaise, mais pour celle qui a les plus grandes chances de succès, même si elle est pire que les options qui ont moins de chances. Grand 6. L'inefficacité de la tactique de voter le moindre mal. Il n'est pas question ici de condamner ceux qui ont soutenu ou soutiennent les différents aspects de la tactique du moindre mal, il s'agit seulement de mettre en évidence son échec. Pourquoi un tel échec? Parce que les énergies qu'il faudrait consacrer à proposer des biens parfaits se perdent à proposer des moindres maux. Parce que c'est une option de retrait, pessimiste, dans laquelle l'homme politique catholique cache ses talents par crainte ou fausse prudence. Parce que la tactique du moindre mal prêche la résignation et non précisément la résignation chrétienne, mais la soumission et la tolérance aux tyrans, à l'injustice et à la violation des droits. Avec la tactique du moindre mal, on n'aurait jamais décidé le soulèvement national espagnol en 1936, et le mur de Berlin ne serait jamais tombé. Il n'y aurait pas eu la guerre d'indépendance espagnole, ni l'insurrection catholique en Vendée, ni les carlistes en Espagne, ni les cristeros au Mexique. Et la propagation de l'islam en Europe n'aurait peut-être pas trouvé d'opposition. Ni les pentes, ni les croisades, ni la reconquista n'auraient eu lieu. Parce que le moindre mal est présent comme une façon intelligente d'avantager l'Église économiquement et matériellement. L'on oublie seulement que la plus grande richesse de l'Église, sa seule richesse, est le témoignage de la vérité. Témoignage qui, s'il est encore vivant aujourd'hui, est dû au sang des martyrs. Parce que les exemples qui abondent, qui montrent que la tactique du moindre mal a donné le pouvoir à des partis qui, en se servant du vote catholique, ont mis en place une législation antichrétienne. Divorce, avortement, majorité précoce, et ainsi de suite. Cela s'est passé dans plus de la moitié de l'Europe. En définitive, la tactique du moindre mal est elle-même une défaite anticipée, une sorte de commode suicide collectif. C'est le recul, la position honteuse et défensive, le complexe d'infériorité. En défendant une tactique du moindre mal, les chrétiens renoncent à tenir le premier rôle dans l'histoire, comme si le Christ n'était pas seigneur de l'histoire. Ils se croient machiavéliques, alors qu'ils ne sont qu'une ombre en déroute. Ils nient, dans la pratique, la possibilité d'une doctrine sociale chrétienne et nient la réalité historique d'une société qui, avec toutes ses imperfections, a été chrétienne.
La tactique du moindre mal, en tant que contrepoids nécessaire à une révolution, fondamentalement antichrétienne, a toujours échoué dès son origine. Au contraire, l'histoire de l'Église et des peuples chrétiens est remplie de magnifiques exemples à travers lesquels l'optimisme, ou mieux, l'espérance chrétienne, nous enseigne qu'il est possible, avec l'aide de Dieu, de construire de véritables sociétés chrétiennes. La politique chrétienne n'est pas un mythe dans la mesure où, aujourd'hui encore, nous vivons des acquis de la société chrétienne occidentale ancienne. Grand 7. Conclusion. Il est encourageant de constater que, grâce à Dieu, les erreurs philosophiques ou théologiques, quand elles s'incarnent dans des mouvements, restent soumises à la réalité des choses et arrivent rarement à développer les ultimes conséquences de leurs principes. C'est pourquoi le résultat de l'action politique, même si elle est par des principes erronés, est incertain et surprenant. De la même façon, l'ascension au gouvernement politique de saintes personnes ne suffirait pas à garantir la perfection des actions. Ayant reconnu cette limitation considérable de la réalité politique, notre responsabilité de laïcs catholiques ne peut être la résignation, mais la lutte pour s'approcher de l'idéal de la perfection que propose également l'Évangile au plan social. La doctrine de l'Église demande aux laïcs catholiques une participation active à la vie politique, qu'ils soient seuls ou accompagnés. Un appel à l'unité entre les catholiques ne peut exiger plus qu'une union autour d'une même idée du bien commun. Et cette action politique catholique est de la seule responsabilité des laïcs, et non de l'institution hiérarchique. Des laïcs seuls ou des laïcs regroupés, mais des laïcs. En résumé, la doctrine morale du moindre mal est valable si notre responsabilité est uniquement le choix. La tactique politique du moindre mal est dangereuse et inefficace. La tactique politique du vote utile est pur machiavélisme. Bien qu'elle contredise en apparence la tactique du moindre mal, c'est une variation du même concept qui stérilise l'action politique des laïcs catholiques et donne la victoire à leurs ennemis. Javier Garrizoain. Mes amis, si vous souhaitez faire une action pour nous soutenir, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine sortie. Aimez et commentez la vidéo. Partagez-la et soyez un média de notre message. La fleur de lys refleurira. Dans les cœurs, elle s'ouvrira. Pour que vivent nos provinces, pays de France, vive Dieu et vive le roi, nos espérances. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Vive le Roi Production.